Antenne la libre antenne, c'est votre tribune débat sur Cameroun Voice au 001 514 225 41 26. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du franc CFA. Du franc CFA qui est cette monnaie qui partage 15 pays africains. Alors, est-ce qu'il faut que les pays de la zone franc quittent cette zone? Et secondairement, est-ce qu'on peut s'attendre à une éventuelle nouvelle dévaluation de la dite monnaie, enfin notre monnaie? Est-ce qu'il faut que les pays de la zone franc quittent cette zone? Et secondairement, est-ce qu'on peut s'attendre à une éventuelle nouvelle dévaluation de la dite monnaie? Ce thème a été choisi cette semaine relatif à, je l'ai dit tout à l'heure, à la réunion qui a eu lieu cette semaine à Paris entre les ministres des 15 pays africains membres de la zone franc, dont les ministres des économies et finances avec leur homologue français concernant l'avenir de cette monnaie. Alors, j'ai deux invités en ligne aujourd'hui. Un premier qui nous appelle depuis Paris, que vous connaissez très bien, c'est Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Yannick. Oui, ça me fait plaisir de te recevoir de nouveau. Oui, allô, vas-y. Allô? Oui, j'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir Yannick, bonsoir aux auditeurs. C'est un plaisir de partager des informations et des connaissances lors des émissions interactives. C'est le plaisir tout autant partagé. Alors, notre second invité, c'est une personne qui nous appelle depuis Francfort en Allemagne, Divan. Bonsoir Divan. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Divan, je le rappelle, c'est une personne, enfin, c'est vous, tu milites pour une monnaie camerounaise qui s'appelle le CAM, à travers le concept CAM MV, CAM monnaie virtuelle, avec une parité symbolique, je rappelle, pour un CAM à 500 € et un CAM pour 375 $. Alors, moi, je vais vous poser une question à tous les deux. Je commencerai par toi, Divan. Même si je connais tes réponses à la question, mais on est là pour en débattre. Est-ce que les 15 pays africains doivent quitter la zone franc? Ça dépend. Vous savez, la monnaie, c'est quelque chose de très sensible. On ne quitte pas du jour au lendemain comme ça d'une zone. Ça mérite d'abord une préparation. Mais dans tous les cas, aucune indépendance réelle, politique, économique ne peut exister sans le contrôle de la monnaie. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, pour être indépendant, il faut tenir le levier monétaire. Il est impossible de se dire indépendant sans gérer sa propre monnaie. D'accord. Donc, quitter la zone CFA, nous sommes aujourd'hui, on célèbre cette année les 50 années des indépendances. Voilà. S'il faut dire que l'Afrique est indépendante sans monnaie, on se pose des questions. Il faut quitter en se préparant, se donner un horizon, mais on ne quitte pas une monnaie, une zone comme ça du jour au lendemain. Alors, et là, je me permettrai d'introduire Claude dans le débat. Claude, Divan a dit tout à l'heure, oui, il faut on ne peut pas être indépendant si on n'a pas le contrôle de sa monnaie. Mais est-ce que la tendance aujourd'hui n'est pas plutôt au regroupement des États pour avoir une monnaie commune et non pas des monnaies individuelles? Je crois qu'il a très bien défini la place de la monnaie et la conception de la monnaie dans la gestion d'un État, d'un pays ou d'un regroupement de pays. Effectivement, c'est un attribut très important d'indépendance et de souveraineté. Bon, maintenant, si la problématique est par rapport au front des colonies, par rapport aux colonies CFA qui signifie colonie française d'Afrique, c'est ça effectivement. Voilà, oui. Qui est devenu après communauté financière d'Afrique, mais bon, voilà. Voilà, qui est de quitter cette devise-là pour une autre qui serait nationale ou supranationale. Moi, personnellement, je militerais pour une démarche supranationale. Et pour simplement édifier les auditeurs, je leur rappelle que tant au niveau de l'Union africaine qu'au niveau des regroupements régionaux, il y a déjà des projets en place. Et il n'y a pas très longtemps, les ministres des Finances de l'Afrique sont réunis justement par rapport à la problématique
problématique de la monnaie africaine pour tout le continent. Mais déjà de fait, Claude, le franc CFA est une monnaie commune pour la zone Afrique centrale, dans la zone CEMAC, pour 6 pays, également pour une zone d'Afrique de l'Ouest, puisque ça réunit 9 des 15 pays de la CEDEAO. Donc, de fait, c'est une monnaie commune. Oui, non, je répondais juste à ta question, est-ce qu'on doit quitter le franc CFA? Donc, j'ai rappelé, j'ai accepté le rappel fait par Divine sur ce qu'est la monnaie et son rôle, et j'ai simplement, pour répondre à ta question, dit que puisque la colonie française d'Afrique est déjà un truc d'un ensemble, moi je me dis pourquoi on est un ensemble, et je rappelais simplement l'actualité qui, au niveau de l'Afrique, dans son ensemble, a déjà un projet qui est en place de monnaie africaine. Et au passage, je rappelais aussi que pour l'Afrique de l'Ouest, au-delà de la zone monétaire UMOA, il y a un projet au niveau de la CEDEAO de monnaie régionale. Voilà, c'était pour répondre à ta question, c'est-à-dire que qu'il faut en sortir, oui, dans quelle perspective, dans une perspective supranational, c'est ce que j'ai dit. Alors, je reviens à Divan parce que lui, son projet, je rappelle nos auditeurs, c'est d'avoir une monnaie qui s'appelle le CAM pour le Cameroun. Alors, Divan, est-ce que le Cameroun, aujourd'hui, comme pays, entité unique, peut tenir une monnaie alors que partout dans le monde, on a, comme le disait tout à l'heure Claude, on va plutôt vers un regroupement supranational pour avoir des monnaies communes? Oui, moi je suis d'accord avec Claude, mais si vous regardez très bien la démarche du CAM, c'est-à-dire le CAM est né sur le site CAM-BE, avait pour but, c'est-à-dire on voulait se doter d'un vocabulaire proprement camerounais et d'un symbole. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez la suite, c'est CAM monnaie virtuelle. C'est-à-dire monnaie virtuelle. C'est-à-dire que c'est un concept. Donc, on ne peut pas, actuellement, bien sûr, c'est connu de tout le monde, et on est plutôt dans des grands ensembles. Le CAM ne milite pas pour une monnaie exclusive. Si vous avez déjà eu à regarder la vidéo du CAM, vous voyez, à la fin, c'est écrit... Ouais, une vidéo qui est sur Dailymotion, pour le rappeler. Ouais. Voilà. Et c'est un prélude pour une future monnaie africaine. Une question, une réponse un peu apportée à tous ces afro-pessimistes qui toujours ricanent en disant les Africains ne pensent pas, ne réfléchissent pas. Mais si c'est un prélude, les Africains. Si c'est un prélude, excusez-moi de te couper, Divan, mais si c'est un prélude de monnaie africaine, pourquoi dire CAM? Pourquoi ne pas prendre un nom qui a une consonance africaine? Parce que le CAM a été voté et conçu par les Camerounais. Et le CAM est un concept qui pose de manière permanente sur la table de nos hommes politiques le problème de la monnaie. Je vous dis, il n'existe aucune économie, aucune indépendance dans le monde sans monnaie. Alors le CAM est là d'une manière permanente et de visu à dire que non, nous en avons un peu marre que chaque 10 ans, on nous ressort de problèmes monétaires comme des grands enfants et on le reclasse dans les tiroirs. On attend 20 ans au moment de la remise en circulation de nouveaux billets francs CFA. Et puis, c'est un système opaque, on ne sait jamais ce qui se passe. Alors on se dit non, là, maintenant, de manière permanente, nous sommes des grands enfants, nous ne sommes plus, des enfants, nous sommes déjà après 50 ans des hommes mûrs, adultes. Le CAM est là pour poser ce problème de manière permanente. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois parfaitement. Je me tourne vers Claude. Tu as bien suivi ce que dit Divine, le CAM comme prélude pour une monnaie africaine, mais on peut prendre le cas, parce que tu as parlé tout à l'heure des regroupements sous-régionaux, on peut prendre le cas de la SADC, la Southern African Development Corporation, dans les pays d'Afrique australe, où il y a quelques années, il était aussi question d'avoir une monnaie commune dans cette région. L'Afrique du Sud, qui est quand même le poids lourd de la région et même du continent, avait proposé que le rand soit la monnaie commune de cette région. Il y a quand même eu des oppositions des différents pays. Alors, est-ce que ça impose pas quand même un problème de conservation de souveraineté de ces États africains qui ne les rend pas encore aptes à accepter une monnaie commune qui est dirigée par un pays par rapport aux autres?
Oui, mais Yannick, je crois que la question ne se pose pas dans ces termes-là. Parce que la monnaie unique, ça suppose une banque centrale unique. Unique, oui, bien sûr. Une affaire d'un... Voilà. Oui, donc, si éventuellement, par rapport à ce qui se fait dans la SADC, il y a une puissance qui est dominante et qui, naturellement, comme dans tout corps humain, celui qui est dominant conduit les troupes. On voit bien qu'en Allemagne, pour l'euro, c'est bien l'Allemagne qui est moteur. Faut pas se tromper. C'est nous que chez nous en Afrique, et particulièrement au Cameroun, on fait des confusions. Ou par exemple, celui qui est leader ou en tête, on va pas vouloir le suivre parce qu'on a des préoccupations personnelles. Mais c'est la réalité. Je veux dire que même en Europe, il y a un leader. Si je prends l'exemple de la SADC, ils ont un projet de monnaie unique en 2020. D'ici à 2020. Ils sont... Voilà, oui. Et la dernière réunion des gouverneurs des banques centrales, ils ont encore parlé de ça en disant qu'effectivement, pour que le projet réussisse, il faut qu'il y ait convergence économique, il faut que... Oui, parce que pour qu'il y ait une monnaie commune, il y a quand même, je rappelle quand même nos auditeurs, même si je ne suis pas vraiment un spécialiste en la matière, mais pour qu'il y ait quand même une monnaie commune, il y a un minimum de règles à respecter en termes de finances publiques, en termes de gestion, en termes d'assainissement, en termes de maîtrise de déficit. Donc, c'est pour que la monnaie puisse être viable. Voilà. Voilà, donc pour parler de la problématique de monnaie unique ou de monnaie indépendante pour les Africains. Bon. Mais maintenant, au-delà, par exemple, au débat qui a été soulevé Kam ou pas Kam, mais depuis 2004, il y a au niveau des Africains conscients, c'est-à-dire la génération qui est au fait de l'actualité, oui. Et il y a depuis 2004 le projet qu'on appelle AFRO, qui est la monnaie unique. Oui, Divan, des économistes. Un instant, oui. En 2008, à Yaoundé, sur cette question, je dis que on peut toujours vouloir faire des trucs après coup pour des trucs, mais il y a des projets qui s'inscrivent dans mais le problème la durée. Le problème, avec Claude, un travail d'un... Oui, mais le problème, Claude, et là je vais me tourner vers Diva pour qu'il puisse réagir. Le problème, c'est que visiblement, les autorités des États africains ne sont pas encore prêts pour une monnaie commune. On ne peut pas le nier. Déjà qu'on n'arrive même pas à implanter une libre circulation des biens et des personnes, est-ce qu'on pourrait parvenir à une monnaie commune? C'est-à-dire au-delà du rêve qu'on chérit, est-ce que concrètement c'est possible à court ou moyen terme? Le problème de monnaie africaine unique, je peux dire c'est un projet qui doit aller par étapes. Mais je me dis, pour le moment, qu'on pourrait commencer d'abord par des monnaies sous-régionales, par exemple la zone Afrique centrale. Quelle est une monnaie commune, de fait. Même si on ne l'aime pas, mais c'est une monnaie commune de fait. Mais c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire une monnaie au niveau de l'Afrique centrale, gérée vraiment par les Africains. Parce que si on regarde par exemple la monnaie qui est en circulation au niveau de l'Afrique, de l'Afrique centrale, le franc CFA. Zone, c'est Mac-Zone, oui. Oui, on peut dire, bon, voilà, qui n'est pas vraiment africaine, parce que quand on va au départ aller de ces colonies françaises d'Afrique, et qu'aujourd'hui, on en a retourné en disant, oui, bon, c'est plus colonie, vous êtes indépendants, mais toujours est-il que quand on regarde les principes qui régissent et le niveau, la place de la France dans la prise de décision de cette monnaie. Oui, en fait, il faut vraiment que les Africains tiennent vraiment cette monnaie à main. C'est vrai, Divan, je rappelle juste à nos auditeurs que d'après la convention par rapport au franc de la communauté financière africaine dans le franc CFA, donc pour garantir la convertibilité du franc CFA sur la place boursière internationale, les 15 États de la zone sont tenus donc par la convention qui régit cette monnaie de déposer au moins 50% de leurs avoirs en devise sur un compte d'opération auprès du Trésor public français. Donc en gros, le Trésor public français gère plus de 50% de nos avoirs en devise. C'est ça la réalité. Voilà, c'est-à-dire cette centralisation des devises qui est déposée dans le Trésor, au Trésor français, nous coupe en grande partie de nos ressources. Et au-delà de ça, il y a encore un autre principe qui est celui de
de la libre transférabilité du franc CFA, qui est que si une entreprise, je veux dire française par exemple au Cameroun, ou alors en Afrique, dans la zone CFA, veut rapatrier ses fonds en Europe, elle le fait aisément, sans toutefois rencontrer de barrières, vous voyez, c'est le liquide, quoi. Ben justement, on parle de barrières, je vais me tourner vers Claude par rapport à ça, pour que c'est comprendre une autre aberration concernant le franc CFA. On a un franc CFA en Afrique de l'Ouest frappé par la BCAO, on a un franc CFA en Afrique centrale frappé par la BEAC. Ces deux francs CFA qui ont la même valeur, mais pourtant ils ne sont pas interchangeables. Pourquoi on arrive à cette aberration-là, Claude? C'est-à-dire que si je suis à Douala et que je veux payer un article, je ne peux pas utiliser le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Si je suis à Bamako avec le franc CFA d'Afrique centrale, je ne peux pas non plus payer un article. Pourtant, c'est tout le même franc CFA. Oui, mais Yannick, c'est normal, puisque le rôle de la colonie française d'Afrique, ce n'est pas de financer l'économie. Donc, qui dit financer l'économie dit financer les échanges, dont les échanges de biens, mais aussi de personnes, parce que on ne peut pas échanger des biens si les personnes ne se déplacent pas. Or, pourquoi il y a comment on appelle ça, étanche entre les zones? C'est parce qu'ils veulent justement bloquer les mouvements et les échanges. Et quand ils font ça, ça leur permet de contrôler justement, puisque... Mais pourquoi est-ce que les Africains, les pays concernés eux-mêmes, rien ne les empêche de décider qu'on fait une seule monnaie de franc CFA valable dans toutes les deux zones? Pourquoi est-ce qu'ils ne militent pas pour ça, les pays africains? Mais Yannick, c'est-à-dire, posons correctement le problème. C'est-à-dire que le CFA n'est pas une création des Africains. Ok? C'est une création d'une puissance qui a des interlocuteurs que la puissance a désignés, installés parfois depuis les États, pour un rôle précis. Et voilà, c'est ça la réalité. Donc si on parle de la réalité, on parle concrètement, c'est ça le truc. Donc, cette monnaie n'est pas faite pour financer l'économie de nos pays. Quand tu as pris un exemple qui est patent, quand tu déposes, statuellement c'est équivalent de 65% des réserves, mais peut-être, je crois, ils ont peut-être évolué, ils ont un peu changé, ils ont atténué, ils ont dit 50% au minimum. Mais 50% de tes réserves, dans une banque qui n'est pas la tienne, pas la banque centrale en question, c'est la banque centrale de France, Paris, ça veut dire que cet argent, ces devises-là, tu ne déposes pas dans ta propre économie. Pour le cas du Cameroun, ça c'est les chiffres que j'ai lus quelque part. Bon, je ne peux pas avérer de la véracité certains de ce chiffre, mais pour le cas du Cameroun, j'ai lu quelque part que ce serait plus de 8 000 milliards de francs CFA. Oui, mais Yannick, est-ce que tu réalises... Qui serait déposé dans le trésor français. Donc. Les zones soient étanches, tout ça et tout. Mais au-delà même des zones étanches, tu vois déjà que le dépôt de réserve et le fait de bloquer ces sommes énormes, c'est de l'injecter dans l'économie. C'est presque c'est plus de 2 fois le budget du Cameroun, le budget de l'État camerounais. Voilà, oui, et ça participe de l'interrogation que nous sommes en train de partager ce soir, Divan, toi et moi, sur le fait que quelle est la finalité de la monnaie. Et il a bien défini, c'est aussi un attribut de souhaiter l'indépendance, ainsi de suite. Et quand, justement, tu as des accords ou des contraintes qui font que même tes devises, tu n'injectes pas pour financer ton économie, donc l'échange de biens, l'échange de personnes, et qu'il y ait ce genre de règles incroyables où, entre deux zones même, il n'y a pas convertibilité et il n'y a pas possibilité d'échange, mais il y a un problème. Et effectivement, c'est le genre de problème que, dans la logique comme l'UMOA, ils veulent mettre en place une monnaie commune qui va dépasser les divisions entre les pays francophones et anglophones. La CEDEAO, oui. Parce qu'en fait, pour préciser, en Afrique de l'Ouest, l'UMOA représente 9 pays, dont 8 francophones, alors que la CEDEAO, c'est 15 pays, dont il y a des francophones, des anglophones et un lusophone. Donc, voilà. C'est un peu ça. Exactement. Voilà. Donc l'objectif, c'est de dépasser ces divisions et ce genre de fausses contraintes qu'on nous impose. Mais encore une fois, il a bien défini, Divan, l'attribut de souveraineté, d'indépendance et la fonction de la monnaie. Si nous tous là, on définit très bien à quoi sert la monnaie, on va bien voir que ce CFA là, c'est un problème. Alors, moi je me tourne donc vers Divan parce qu'on va aller vraiment au fond du problème. Alors,
Divine, toi, tu milites et j'ai vu ta vidéo, j'ai lu sur le net les différents sites où tu milites pour le CAM. Tu sais qu'il y a des pays africains qui ont leur monnaie, beaucoup, plus de la moitié quand même des pays africains ont leur propre monnaie, à peu près la moitié. Certains le gèrent plutôt très bien, notamment les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud bien évidemment, dans une certaine mesure le Nigeria, le Ghana aussi. Même si le Ghana a des difficultés. D'autres pays, par contre, c'est quasiment la catastrophe. On pense notamment à la Guinée, au Zimbabwe, à des Congo et autres. Est-ce que, présentement, le camp, moi j'ai vu, tu as écrit quelque part, tu veux une devise, un camp pour 500 €. Est-ce que l'économie camerounaise peut supporter une monnaie telle qu'un camp égale 500 €? C'est-à-dire, là encore, c'est la parité symbolique. Oui, je sais, j'ai compris. Non, juste la symbolique pour poser une question de fond, c'est savoir est-ce qu'on est prêt à pouvoir supporter et à maintenir une monnaie telle que ça puisse être viable et non pas chuter comme celle de certains pays. Bon, tout ça dépend. C'est-à-dire, il y a certaines réformes à faire dans tous les domaines. C'est-à-dire, si on prend dans le domaine politique d'ailleurs, il faut un minimum de démocratie. Un minimum de démocratie. Il faut une activité politique dans un pays pour donner... La démocratie n'est pas obligée pour que la monnaie marche. Hein. La Chine n'est pas une démocratie, pourtant sa monnaie se porte bien. Même quand la presse peut augmenter sa valeur. J'en viens. C'est-à-dire, il faut... mais je veux parler, c'est-à-dire que la Chine, quand vous parlez de la Chine, c'est l'économie chinoise qui soutient la monnaie chinoise. C'est-à-dire, la monnaie est comme un tableau, ou alors comme une femme qu'on parle de bijoux. Il faut qu'elle soit crédible pour qu'on la regarde. C'est comme ça que la monnaie est. Alors, quand une monnaie n'est pas crédible, parce que l'activité politique est telle que il y a des arrestations arbitraires, il y a une dictature qui s'impose, des gens, les investisseurs et même sur le marché des monnaies ont du mal à acheter cette monnaie. Et sur le plan économique, quand par exemple vous avez une économie qui ne produit pas, une économie qui est entièrement extravertie, qui ne compte que sur les importations, avec une balance de paiement excessivement et permanemment déficitaire. Oui. Bon. Comment vous pouvez-vous avoir une monnaie dans qui peut tenir la route? Quand vous produisez, vous avez une industrie locale, par exemple comme la Chine, l'économie soutient la monnaie. Et ça, c'est des choses que nos pays africains doivent mettre en place. Nous avons des matières premières, nous pouvons les fabriquer, nous pouvons les transformer sur place. Nous avons toutes ces matières premières qui sont vendues à l'état brut, qui, si elles sont transformées sur place, soutiendront l'économie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour que je puisse donner encore... Oui, vas-y. Je vais un peu finir. La Chine, la monnaie chinoise, se base sur son économie. Aujourd'hui, on dit la Chine est l'usine du monde parce que tout est produit en Chine. Alors, dans ce sens-là, même si le politique ne suit pas, mais au niveau économique, c'est déjà quand même quelque chose. Donc, pour une monnaie africaine, que ce soit régionale ou entièrement, parce que il faut, avant même de parler monnaie africaine dans son ensemble, c'est-à-dire une monnaie qui va couvrir le Sénégal, le Cameroun, jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Namibie, jusqu'au Djibouti, voilà. Jusqu'au Maroc, bref. Mais parité aussi des économies. Parce qu'on ne peut pas imposer les mêmes termes, les mêmes règles à une économie compétitive avec un sous-sol riche et à une économie qui, n'est-ce pas, n'a aucune ressource, par exemple, comme le Rwanda. Donc, il faut tenir compte de tout. Le Rwanda qui tient bien sa monnaie, dit en passant. Alors, moi, je voudrais donner la parole à Claude et dis déjà, par rapport à ce que tu as dit, Divine, je suis pas totalement d'accord parce que peut-être la Chine c'est un cas extrême, mais même en Afrique, on a des pays qui sont des vraies dictatures comme la Tunisie.
des pays qui sont des monarchies absolues, comme le Maroc, des pays qui ont connu beaucoup de coups d'État, comme le Nigeria, donc ils sont instables sur le plan politique. Pourtant, la monnaie se porte bien. Donc, c'est pas forcément une question de démocratie qui apporte une bonne monnaie. On a un pays j'allais dire quoi, d'autres pays qui sont des démocraties. Pourtant, la monnaie, ça ne va pas vraiment très très bien là. Donc, faut peut-être pondérer. Claude, moi, je poserai une question en rappelant à nos auditeurs qui peuvent nous écrire info@camerounvoice.com et nous appeler à tout moment au 001 54 5 41 26. Moi, je te pose cette question qui est assez simple au fond. Qui actuellement a vraiment intérêt à ce que le franc CFA se maintienne en Afrique? Honnêtement. C'est-à-dire, disons les choses clairement, qui a intérêt à ça? Le pays qui a intérêt à ce que le franc CFA se maintienne, c'est la France, qui dispose de réserves en devises déposées par les pays africains pour gérer son propre problème d'inflation et de financement de son économie, puisqu'elle dispose des devises et tout. Donc, les dépôts en question, les réserves monétaires qui sont déposées par les pays africains constituent globalement sa masse monétaire et ça lui permet de financer son économie. Et pour aller un peu plus loin avec la question que tu poseras plus tard, chaque fois qu'il y a eu dévaluation du franc CFA, c'est quand la France était obligée de puiser dans ses propres réserves pour couvrir cette monnaie. Et dès qu'elle était dans cette obligation, elle a dit non, moi je n'assure pas cette partie du contrat. Il faudrait qu'on dévalue pour que justement le peu de réserves que je dois mettre en contrepartie soit des réserves disponibles à mon niveau. Donc voilà. Donc chaque fois que nos comptes ont été plus ou moins déficitaires, la France a insisté pour ne pas assumer sa propre responsabilité et demander la dévaluation pour diminuer le taux de réserve qu'elle devait mettre. Bon voilà. Donc c'est ça. Et subsidiairement maintenant à cet intérêt principal, il y a des élites qui profitent des situations de rente. Oui, des élites africaines qui profitent des situations de rente, de la situation d'exploitation de l'Afrique, parce que même dans cette situation où il y a un bénéfice principal, il y a des bénéfices secondaires, il y a des gens qui profitent de la malgouvernance dans nos pays et qui en profitent. Il y en a qui dans la misère globale de nos concitoyens, sont quand même opulents. Donc, mais est-ce que globalement c'est ça l'intérêt général d'une nation, d'un continent? Non. Mais n'empêche qu'il y en a qui individuellement en profitent, oui. Ok. Alors moi je tourne vers Divine. C'est vrai que tu as dit un camp pour 500 euros, c'était symbolique, je conviens bien. Mais est-ce que pour une économie comme la nôtre qui n'est pas encore assez portée sur l'exportation, est-ce que ce n'est pas un handicap d'avoir une monnaie trop forte? Et dans le cas supposons qu'on a un camp demain. Parce que j'ai l'impression que toi, tu voudrais avoir une monnaie forte dans le sens que il faudrait qu'un camp soit supérieur à 1 euro. Mais est-ce que notre économie est compatible avec une monnaie forte? Est-ce qu'on ne peut pas en pâtir d'avoir une monnaie très forte? Pas forcément un camp supérieur à 1 euro. Et il faut d'abord qu'on précise les choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il ne faut pas que notre partenaire, la France, se sente peut-être froissé en se disant « Oh, ces gens-là ne veulent pas de nous ». Non, la France restera notre partenaire. La preuve, c'est que nous échangeons en français. Et vraiment, il faut simplement mettre de nouvelles bases dans la relation France-Afrique. Alors, notre économie, la monnaie, c'est-à-dire la monnaie, je vous ai dit, ça dépend la monnaie s'appuie, se base sur l'économie. Alors, quand vous parlez, le camp ne s'appuie pas, ne se base pas sur une concurrence avec l'euro, non. Nous avons besoin d'être compétitifs. Et une monnaie qui est trop forte est une monnaie qui n'attire pas des investissements vers ce pays-là. Parce que, vous voyez, par exemple, on a encore eu la semaine dernière ou encore cette semaine, les États-Unis qui menaçaient de prendre des sanctions contre la Chine parce que la Chine ne veut pas réajuster sa monnaie, oui, bien sûr. Voilà. Parce que elle est plus compétitive. Même aujourd'hui en France, il y a des partis de plus en plus, surtout de droite, qui demandent à la France de sortir de l'euro. Parce que l'euro est trop fort.
Voilà, parce que quand l'économie est en difficulté comme en ce moment avec la crise financière, le pays peut utiliser ce levier de dévaluation pour se rendre plus compétitif. C'est ce que a fait par exemple la Grande-Bretagne, qui est le grand pays européen hors zone euro. C'est ce qu'ils ont fait sur la livre sterling. La livre sterling a perdu un tiers de sa valeur depuis la crise. Justement pour soutenir le contre-coup. Les entreprises restent sur place et ça relance la croissance. Mais à partir du moment où la monnaie reste forte, on a des entreprises qui n'arrivent plus à subvenir à leurs charges parce que et à la concurrence et tout. Donc la monnaie faible ou la monnaie forte, ça dépend de l'économie. C'est-à-dire, si on a une économie qui a un besoin de croissance, on a besoin d'une monnaie relativement faible. Si on a une économie qui est à un certain niveau peu enviable, une monnaie forte ne dérange pas. Donc pour l'Afrique, pour le moment, l'Afrique dans tous les cas aura besoin dès le départ d'une monnaie qui attirera des investisseurs, que ce soit chinois, français. Mais comme disait Claude, le problème du franc CFA, c'est qu'il fait plus les intérêts des entreprises françaises installées en Afrique. C'est-à-dire, les entreprises françaises sont sûres d'avoir des recettes fixes, consistantes, dans une monnaie qui a une parité fixe. C'est-à-dire une parité qui ne fluctue pas, et qui, à la fin, ils savent que, selon les prévisions, ils auront tel montant, sans toutefois subir des fluctuations après. C'est justement la question que je voulais poser à Claude d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a une parité fixe entre le franc CFA et la monnaie française, dont maintenant par l'intermédiaire de l'euro, mais avant par le franc français? Pourquoi cette parité? Pourquoi est-ce que le franc CFA, comme 90% des autres monnaies dans le monde, pourquoi est-ce qu'elle ne fluctue pas? Mais Yannick, tout à l'heure, je t'ai expliqué que la monnaie, il faut partir, si on veut réfléchir correctement, il faut déjà se poser la question comment ça a été créé. Donc, colonie française d'Afrique, on voit déjà le dessin et l'intention derrière. Mais pour que nos éditeurs soient édifiés, et ça reprend un peu la réponse d'Ivan et les explications qu'il a données, la valeur d'une monnaie réside au niveau théorique, pour vous donner, un aperçu théorique simple, réside dans le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc le pouvoir d'achat qui dépend de l'offre de produits que l'on peut acheter avec cette monnaie sur le marché, de la confiance des acteurs économiques dans la monnaie et enfin du coût légal de la monnaie et des dispositions légales. Donc par exemple sur la parité là, ce n'est qu'une disposition légale, c'est-à-dire que quand ils ont institué cette monnaie, ils ont décidé que ce sera une parité fixe, ainsi de suite. Voilà, bon. Et puis enfin, la valeur d'une monnaie dépend aussi de l'efficacité de la banque centrale. Maintenant, si on prend les 4 points de définition de la valeur d'une monnaie là, je ne pense pas que les opérateurs économiques africains ou camerounais des pays de la zone franc aient confiance, par exemple, dans la monnaie. C'est-à-dire qu'ils aient confiance dans le système monétaire, dans les systèmes bancaires, qui en règle générale sont pilotés par des banques plus ou moins dont les sièges sociaux sont à Paris. Donc, est-ce que cette banque-là, par rapport à l'argent qui dort par rapport au dépôt, est-ce qu'ils ont une politique d'investissement, d'accompagnement des entrepreneurs, de financement de l'industrie lourde, de financement à long terme? Parce que c'est ça la question. Et là, on pourrait regarder la valeur de la monnaie. Donc, il y a justement la confiance des acteurs dans la monnaie ou dans le système monétaire. Il y a l'efficacité de la banque centrale. On a vu que au niveau de la BA, on peut se poser l'efficacité de la BA, déjà qui n'assure pas les vraies missions d'une banque centrale, puisqu'il y a une partie de ces missions qu'elle a déléguées à la Banque de France. Voilà. Et on a vu aussi, avec le problème de corruption et le problème de dépôt de spéculation sur un des comptes ou sur... Oui, la BA qui a perdu plus de 300 milliards de francs CFA, ouais, suite à la crise financière. Voilà, oui, est-ce que c'est un problème qu'on peut juger d'un des 4 critères pour voir la valeur d'une monnaie qui est par exemple l'efficacité de la banque centrale? Sur ce point-là, j'ai des doutes, tu vois. Et après, maintenant, au niveau de l'offre des produits, tu parlais, par exemple, que dans nos pays, pour l'instant, ce qu'on offre, c'est-à-dire que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est à peine 1%. Et on offre que des produits qui, heureusement, c'est pas nous qui fixons les prix. Et quand, dans le commerce, tu ne fixes pas les prix, tu as du mal à créer de la valeur et à avoir du pouvoir d'achat maintenant pour ta population. Oui, c'est pas le vrai truc. Oui, vas-y, Tabine.
la différence, si on veut comparer par exemple avec la Chine, c'est que la Chine a un système monétaire qui finance l'économie chinoise et favorise des dragons chinois, des entrepreneurs chinois, et finance une industrie lourde, finance une production endogène. Or, et surtout un énorme marché. Surtout un énorme marché. Et justement, ce que j'ai posé comme question à Divan, est-ce que le problème de l'Afrique, c'est la faiblesse de son marché intérieur? Une monnaie vit à partir de son marché. Or, il n'y a quasiment pas de marché en Afrique. Il n'y a quasiment pas des échanges. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les échanges entre un pays comme le Cameroun, et je prends un exemple banal, disons le Botswana. Est-ce qu'il y a des échanges entre le Cameroun et le Botswana? Est-ce qu'il y a des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie? Est-ce qu'il y a des échanges entre le Maroc et l'Angola? C'est-à-dire, on n'a pas un marché intérieur qui puisse soutenir une monnaie. C'est ça la réalité aussi. Tout ça vient, je vous ai dit, je vous ai parlé de la production locale. C'est-à-dire, à partir du moment où vous transformez, vous êtes capable d'aller vendre à l'extérieur. Quand on voit, par exemple, que la ghettoisation, moi j'appelle ça la ghettoisation des 2 francs CFA, c'est-à-dire un franc CFA de l'Afrique centrale ne peut pas être échangé et ne peut pas être utilisé en zone noire au Sénégal. C'est une ghettoisation. Moi, je vous dis, vraiment, excusez-moi, nous n'avons rien contre la puissance, notre ancienne puissance coloniale. C'est un partenaire. Alors, vraiment, il faut revoir ces bases-là, parce que c'est des situations intenables, et même c'est même honteux qu'au XXIe siècle, on a un système d'esclavage moderne de ce genre-là, parce qu'à un moment donné, les gens ne comprennent même pas, quand on parle même de monnaie, les gens ne comprennent pas que la monnaie est comme un carburant qui draine l'économie, qui draine tous les secteurs d'activité. Rien ne se fait sans monnaie. On peut utiliser d'autres systèmes, on peut appeler ça comme on veut, mais rien ne se fait sans monnaie. Alors, quand on parle on compare tout la Chine, je vous dis bien, la Chine est l'usine du monde. Oui, mais la Chine, c'est un exemple un peu lointain. Prenons des cas plus proches de nous en Afrique. On peut prendre d'autres pays africains qui ont leur propre monnaie et pour qui ça réussit relativement bien, que ce soit les pays du Maghreb, Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc, que ce soit le Nigeria, notre voisin à côté, ou même le Ghana, qui pourtant économiquement n'est pas forcément plus avancé que le Cameroun, mais une monnaie qui marche bien. C'est ces exemples-là qu'il faut qu'on regarde. La Chine, c'est quand même la 2e puissance mondiale. Dans 10 ans, ils seront numéro 1. On va pas se comparer à la Chine quand même. Oui. Quand on prend on vous prend ces exemples-là. Si vous regardez très bien ces pays-là, au-delà du fait, on va dire, il y a des pays qui sont pas démocratiques, mais qui ont des bonnes économies. C'est-à-dire, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, quand je parle des réformes, dans nos systèmes, dans un pays, on a besoin de certaines réformes, de la lutte contre la corruption, le favoritisme, le népotisme. Toutes ces choses-là font que l'économie fonctionne comme un panier percé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous avez une économie qui fonctionne comme qui n'est pas capable de produire, qui n'est pas capable de soutenir la croissance parce que les caisses sont complètement et permanemment vides. La fraude fiscale, la corruption, les détournements de fonds publics, tout cet ensemble de choses plombe une économie. Alors, comment une économie peut se soutenir, même si un pays a sa propre monnaie, tant que ces réformes, tant que cette lutte, toutes ces choses-là ne sont pas mises en route, je vous assure, on peut créer une monnaie aujourd'hui, et ce sera une monnaie de singe. C'est pour ça que je vous ai parlé. C'est ce qui s'est passé au Zaïre. C'est ce qui s'est passé au Congo ex-Zaïre, quand le président Mobutu, dans les années 60, a créé le Zaïre, qui était, à l'époque, je crois, un zesté de $2, il s'en vantait. Pourtant, les fondements du pays ne pouvaient pas tenir ça. Et la monnaie s'est écroulée. Voilà, on a même dit ça. On a vu ce qu'on le président Mobutu avait fait, ce qu'on appelle la zaïrisation. Il a retiré les entreprises belges et françaises. Des Français et Belges et tout, pour remettre ça au Congo. Aux Zérois. À ses amis. À commencer par la GKM, qui était la plus grosse entreprise africaine à l'époque. Voilà ce qu'on appelle le népotisme, la corruption. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces entreprises? Ces entreprises n'ont pas tenu 5 ans.
Mais comment voulez-vous soutenir une économie, même quand on parle de production, comment peut-on soutenir une économie avec un patron qui va au travail à 14 heures, des employés qui ne travaillent pas, des usines qui ne tournent pas, quand une machine est en panne, on est incapable de la réparer. Mais vous pensez qu'une économie va fonctionner comment dans ce sens-là? Même si on parle de production, même si on parle de monnaie, il y a une certaine mentalité qu'il faut changer avant d'impulser une dynamique de développement. Et c'est très important en Afrique, tant que ces choses-là ne seront pas faites. On peut crier, on peut monter, on peut descendre. C'est pour ça que je vous ai parlé de démocratie. Quand il y a un certain renouvellement de la classe politique, le parti ou alors les acteurs qui sont au pouvoir savent qu'ils seront jugés à la fin selon leur bilan. Et quand les gens n'ont pas de compte à rendre, là, c'est un problème. C'est là le problème commence. On s'en fout de vous. On n'a de compte à rendre à personne parce qu'on sait qu'après, on sera réélu avec 0 voix. Mais on reste à la tête de l'État. D'accord. Alors, moi... Oui, vas-y, termine, Divine. Ces choses-là encouragent les détournements, puisqu'on est mal élu. Ceux qui vous soutiennent doivent se remplir les poches et le pays va à volo. Et c'est vraiment, c'est de l'obé à bas. Les gens pensent toujours que l'économie, ça vient de Jupiter. Non, c'est des choses au quotidien. Tu balais devant ta porte, le voisin balait devant sa porte et la ville est propre. C'est comme ça que fonctionnent toutes ces choses-là. Alors, Claude, moi je me tourne vers toi. Est-ce que finalement, pour ce débat de monnaie n'est pas un peu comme poser la charrue avant les bœufs, dans le sens que avant de chercher à avoir une monnaie qui est forte, il faudrait déjà qu'on ait les bases d'une économie qui soit forte, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays africains. J'ai pas partagé les défenses que vous avez fait dans le cas du Zaïre, là, parce que à une époque, effectivement, le Zaïre était une monnaie forte, mais c'était lié à la situation du cours du cuivre au niveau mondial, à la situation du cours des matières premières. Je veux dire que quand il organise le combat de boxe à Kinshasa, 114, le oui, plus haut. Bien sûr. À ce moment, le Zaïre était la 3e puissance africaine. Voilà, oui, voilà, donc c'est ça le truc. Bon, par contre, ce que Divan a appuyé comme point, et c'est très important, c'est que même si le système politique n'est pas pluraliste, à partir du moment où on a des élites au pouvoir qui ont une haute conscience de leur mission, qui sont des patriotes et qui ont le sens de l'intérêt général, même si le système politique n'est pas transparent, n'est pas, comment dire, n'est pas démocratique en tant que tel, voilà, oui, mais on met quand même l'intérêt général en avant, on met quand même la préservation du patrimoine national en avant, et c'est important. On prend l'exemple de la Chine. C'est vrai qu'il y a la rotation des idées, c'est-à-dire que depuis Deng Xiaoping, par exemple, jusqu'à avant Deng Xiaoping, Mao, tout ça, ils ont mis très très longtemps au pouvoir, mais depuis Deng Xiaoping, tu n'as pas un secrétaire général du Parti communiste chinois qui met plus de 10 ans. Au bout de 10 ans, on change, on met un autre, ainsi de suite. Ça fait la rotation des idées, mais c'est le même système et tout. Mais c'est pas un système démocratique, si on veut. Mais quand tu ne suis pas l'intérêt national chinois, quand tu détournes, mais on ne te passe pas les armes, ainsi de suite, puisque l'intérêt général est quand même mis en avant, même si le système est formé. Or, le problème du Zaïre, par exemple, ou de la Guinée ou d'autres pays africains, où les monnaies ont chuté, ouais. Voilà, même si les rentrées en devises étaient importantes à un moment, même si les coûts des matières étaient élevés, tous ces trucs, c'est qu'à un moment, les gens ont perdu l'intérêt général et sont mis à faire n'importe quoi. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème n'est pas monnaie forte, puisqu'on a vu, c'est-à-dire que quand on a défini la monnaie, on voit bien que la monnaie s'appuie sur la capacité d'un pays à offrir des produits, et puis la monnaie reflète seulement le niveau de développement des échanges, de production, de l'offre d'un pays. Ça, c'est clair. Donc, on ne va pas discuter là-dessus. Donc, dans le cas d'espèce de nos pays, où très souvent l'économie se réduit à une exportation de produits de rente ou de produits de matières premières, ouais, et une importation de produits finis. Voilà, si c'est très élevé, les matières premières, ainsi de suite, au niveau mondial, les devises qu'on aura, la capacité qu'on aura sera plus élevée aussi. Ça, il faut seulement comprendre ça. Bon, maintenant, la question fondamentale est la question des élites
d'un ensemble à poser véritablement l'intérêt général comme ligne de mire et à focaliser dessus. Et il a pris un exemple qui est très simple, c'est-à-dire que pour que nos pays réussissent, il faut qu'on comprenne une chose qui est fondamentale. Et on l'a vu en seconde. L'énergie est une somme de travail. Ouais. Donc si on veut avoir rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Non, l'énergie est une somme de travail, tu vois. Voilà. Donc si on veut avoir de l'énergie, si on veut avoir de la richesse, si on veut avoir de la monnaie, si on veut avoir tout ce que tu veux, une économie prospère, il faut qu'on soit des travailleurs. D'accord. Il faut que, comme élite, comme peuple, on accepte le dur labeur, le sacrifice, et puis de se signer. C'est ça la question fondamentale. Et quand on aura compris ça, et on aura accepté cette contrainte-là, ce sacrifice-là, mais on va créer la prospérité. On a fait tant t'inspirer. Voilà. Alors, Divan et Claude. La valeur ajoutée. Mais excuse-moi, ne beaucoup pas, s'il te plaît. Je vais juste chuter, je vais pas être long. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'on a la capacité à bien gérer. C'est-à-dire, quand tu prends l'exemple d'une banque centrale comme celle du Botswana, elle gère très bien la monnaie du Botswana. Et les gens peuvent être avisés. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que on a des pays où on a coopté des élites comme Pador qui n'ont rien à foutre du peuple, qui ne rendent pas compte au peuple et qui rendent compte à leur maître étranger, d'ailleurs qui s'estiment des meilleurs élèves d'autres, qu'on doit généraliser. Oui, il y a des très bons exemples en Afrique, que ce soit le Botswana, que ce soit le Rwanda. Le Rwanda qui, malgré le génocide, a quand même su relancer sa monnaie et qui se porte très très bien. On a de très bons exemples en Afrique, c'est clair. Alors, Claude et Divan, on va se prendre une petite pause, dans le souffle un petit peu en musique. On a un premier auditeur qui sera en ligne et on ouvre la ligne pour nos auditeurs qui puissent réagir. J'appelle à nos auditeurs que, vu que l'émission a commencé peut-être on va faire un peu la prolongation, donc ne soyez pas trop effrayés par le temps, donc pour nous appeler à tout moment de votre point de vue. On se revient dans quelques secondes. Paix depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la pomme d'Adam, elle porte les maux et les torts du monde. Voilà, de retour ici sur notre plateau. On avait deux invités, Divan depuis Francfort en Allemagne et Claude depuis Paris en France. On va essayer de conclure avec nos invités pour ce débat, le mot à la fin. Après, laisser la ligne pour les auditeurs qui puissent nous appeler. On a encore à peu près une demi-heure à peu près à passer encore ensemble. Donc ça vous laisse quand même du temps pour nous appeler et puis pour nous écrire à info@cabovoice.com. Je commence par toi, Divan. S'il fallait conclure aujourd'hui, que doit faire bon, je vais poser une question très simple. Hein. Imagine que tu étais le ministre de l'économie et des finances du Cameroun qui est présent à Paris cette semaine avec tes collègues africains. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tout d'abord, je souhaiterais que la France revoie avant, puisque ça se fera, que ce soit aujourd'hui ou demain, la monnaie africaine ou sous-régionale ou régionale se fera. Vraiment, on ne peut pas arrêter la marche de l'histoire. Ça, c'est clair. Vraiment, même si c'est après nous, même si ça se fera. Donc, tous ces freins qui sont mis de part et d'autre là, c'est les gesticulations de quelque chose qui est à la fin, vraiment. Et donc, moi, je demanderais d'abord d'assouplir les 4 conditions qui régissent le franc CFA, c'est-à-dire que la centralisation des réserves d'échange, que peut-être le pourcentage soit ramené à un certain niveau, peut-être pourquoi pas 10%, puisque quelque part la France donne une certaine crédibilité, même si de l'autre côté ça met plein les poches au franc CFA. Il y a la parité du franc CFA, euro-franc CFA qui doit changer. C'est-à-dire, on doit avoir une parité fluctuante et non une parité fixe. Quand nos économies ont besoin de croissance, qu'on puisse réévaluer ou dévaluer une monnaie de nous-mêmes. Et puis, cette libre transférabilité qui fait que les capitaux fuient, il faut vraiment qu'on mette un terme à ça. Et puis, la libre convertibilité, vraiment, on n'a pas besoin de garantie pour convertir une monnaie. On n'a pas besoin, parce que vous allez dans un bureau d'échange, vous donnez, quand une monnaie est reconnue internationalement, lorsqu'on arrive dans un bureau d'échange, on échange cette monnaie, le bureau d'échange
prend son pourcentage, et puis chacun va de son côté avec son bien économique. Donc, ça, c'est ce que vraiment nous souhaitons que si j'étais, comme vous le dites, si j'étais ministre des Finances. Mais le problème, c'est que on voit très bien quel est le carcan du franc CFA. Mais personne n'ose se lancer parce que vous voyez, le Cameroun, s'il se lance, il peut être isolé. Le Tchad, il y a tous ces relations avec la sous-région qui feront qu'on sera isolé. Mais le problème n'est pas vraiment de tout casser. Le problème, c'est d'aller pas à pas. Alors, si vraiment d'ici là, avant la création d'une monnaie sous-régionale ou africaine, si ces conditions-là pouvaient être revues, parce que je ne peux pas vous tromper, la monnaie est indispensable dans une économie. Et quand, je veux juste vous prendre, il y a une époque où Bokassa avait eu des problèmes avec toutes les banques françaises avaient rapatrié les fonds en France. Bon, vous imaginez qu'un pays se retrouve sans liquidité, il n'y a plus de banque, vous allez dans votre compte, on vous dit qu'il n'y a pas de banque. Et dans la plupart des cas, en Afrique, toute l'économie est tenue par ces banques étrangères. Il n'y a pas de banque africaine et il n'y a pas de politique du crédit et l'argent est injecté dans l'économie à travers le crédit. Et quand il n'y a pas d'emprunt, comment est-ce qu'une économie peut fonctionner? On parlait de tontine. Oui, la tontine permet simplement de transférer le pouvoir d'achat, mais ça ne crée pas de richesse. Ça ne crée pas de richesse. Alors vraiment, il faudrait qu'une politique vraiment du crédit soit mise en place au Cameroun. Il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre des crédits et qu'on essaie de voir certains taux d'intérêt qui sont élevés. On a l'impression que c'est de l'usure déguisée. La banque ne doit pas faire de l'usure. Mais quand on a des gens qui remboursent 1000 fois le capital, franchement, c'est un appauvrissement organisé. Moi, j'ai dit la France est un pays des droits de l'homme. Alors, vraiment, on ne peut pas dire dans les tribunes droits de l'homme, mais en dessous, on voit un comportement différent. Les pratiques. Ok. Alors, les structures et tout, tout ça doit changer. Vraiment, c'est ce que nous appelons nos vœux. Ok. Alors, Claude, pour terminer, moi, j'ai lu quelque part la déclaration de ministre français de l'économie et des finances, Madame Christine Lagarde, qu'on lui pose la question de savoir est-ce que les États africains doivent retrouver leur indépendance monétaire. Elle a répondu, je cite, ce n'est pas à la France de déterminer si le système actuel est approprié ou pas. S'il faut en sortir ou non, cette époque est révolue. C'est aux États concernés de prendre leurs responsabilités. Alors, Claude, que doivent faire ces États ces 15 pays de la zone franc CFA par rapport à cette monnaie? Mais excusez-moi, je veux juste ajouter quelque chose. Claude va répondre, mais elle dit bien sûr, mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Des brimades. On a vu ce qui s'est passé avec Bokassa. Il y a plein de jeunes. Abdoulaye Wade du Sénégal l'a dit. Yahi Boni l'a dit. Mais on voit très bien que en dessous, on dit faites attention. C'est la monnaie, c'est quelque chose de très sensible. Et il y a trop d'enjeux et des intérêts en dessous qu'on est même très très loin d'imaginer. Nous qui sommes voilà quoi. D'accord. Alors Claude, par rapport à cette réaction, que doivent faire les pays africains? Qui doit avoir le courage de se lancer, de prendre les devoirs et de décider de mettre fin à ça? Yannick, ton rôle de journaliste et de modérateur t'a poussé à citer Madame Lagarde. Mais je sais que toi et moi, tu n'y crois pas du tout à ce qu'elle dit. Et elle-même, elle n'y croit pas. Les projets d'union monétaire au niveau de l'Union africaine, ou même de la CEDEAO, la France les torpille. Comme disait Divan, au quotidien, jour après jour, ils incitent même ceux de nôtres qui le mangent dans la main à ne pas respecter les prérequis de cette démarche. Donc, elle fait un discours de circonstance. C'est-à-dire que si elle était sérieuse, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait oui, c'est la vocation des pays indépendants de s'assumer eux-mêmes et de gérer leur monnaie. Mais maintenant, c'est à eux de décider quand ils vont le faire. Mais tu vois que c'est pas ce qu'elle a répondu. Non, effectivement, les pays africains doivent aller vers l'union monétaire africaine qui sous-entend libre circulation, convertibilité entre différentes zones d'Afrique, libre déplacement des populations, plus ou moins mise au banc des frontières coloniales, parce que c'est ça le sens d'une monnaie unitaire africaine. Parce que la monnaie unique, ça veut dire que
que tu sois à Bamako, à Johannesburg, à Kampala, ouais. ou à Nairobi, tu utilises la même monnaie. Donc, ça veut dire que les gens peuvent se déplacer. Ouais, ce que tu as dans ta poche. Tu vois la symbolique qu'il y a derrière. Tu crois que tous ceux qui profitent de la balkanisation de l'Afrique vont accepter ça facilement? Non. Mais nous, les Africains conscients, nous savons que c'est de notre intérêt. Tu parlais de l'importance du marché intérieur. Mais c'est ça, justement, la finalité de la monnaie unique. Et à partir du moment où on a ce marché intérieur, on sait très bien que les entreprises vont venir s'installer en Afrique. Donc, l'horizon de l'Afrique en 2050, c'est 1,3 milliard à 400 millions d'habitants. Oui. Tu imagines la population de la Chine. Le fait de monter une usine pas fabriquée pour 1 milliard et tout, ce n'est plus la même perspective. On est déjà à 1 milliard d'habitants en Afrique déjà. Donc, Voilà, oui, tout à fait. On a rejoint ce qu'on aurait dû, ce qu'on était dans les années 1400 avant qu'on nous décime, parce que c'est ça que les Africains ne savent pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le taux de développement aujourd'hui de l'Afrique est celui que l'Afrique avait il y a 600 ans, et que si on avait conservé nos populations, il n'avait pas été décimé, on serait beaucoup plus loin. Et c'est ça la réalité, parce que quand il y a eu les premiers phénomènes urbains, quand les Portugais arrivent, ils trouvent dans le royaume du Ngo là, des villes de plus de 300 000 habitants, c'est parce que justement, il y avait de la population industrieuse, il y avait du monde. Et il faut du monde, il faut de l'urbanisation pour impulser, y compris le développement, y compris beaucoup de choses. Parce que c'est les regroupements, c'est les foules qui font qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait un dépassement, il faut qu'il y ait une rationalisation des choses. Et moi, je pense que nous, on doit aller vers la monnaie unique. Aujourd'hui, quelles que soient les zones africaines, la CEDEAO ou la SADC ou l'Afrique de l'Est, ils ont défini l'horizon 2020. Donc, ce qu'on doit attendre à partir d'aujourd'hui, donc on a 10 ans, c'est déjà de voir que les politiques économiques sont convergentes, c'est-à-dire de voir que la manière de lutter contre l'inflation ou de faire la promotion ou de financer l'économie, on rejoint plus ou moins les mêmes outils pour que justement, à un moment, on constate que la convergence équivaut à l'unité. Quand on va avoir cette démarche intellectuelle, on sera plus dans la capacité à faire l'unité en question. D'accord. Ben, merci beaucoup à Claude, toi Claude depuis Paris en France. Merci à Divine depuis Francfort en Allemagne. Vous avez été nos deux invités pour cette édition d'Antenne Libre de ce samedi 9 octobre 2010. Merci de nous avoir éclairé de par vos différentes expertises et votre expérience en la matière. Et je suis sûr que les nombreux auditeurs de Cameroun Voice qui nous écoutent de par le monde ont été enrichis ont tiré des enseignements de tout ce que vous avez dit. Passez une très bonne soirée à tous les deux et à vous revoir très prochainement sur nos antennes. Merci à vous. Ok, bonne soirée. On te dit merci parce que tu as bien animé l'émission et on dit merci à Cameroun Voice d'offrir cette tribune à nos auditeurs. Nous en sommes très honorés, Claude. Merci.